Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors chaque semaine nous passons en revue l'actualité politique américaine et en ce moment elle est bien chargée puisque dans 15 jours nous aurons l'élection présidentielle qui désignera soit Kamala Harris soit Donald Trump pour aller à la Maison Blanche. La campagne n'en finit plus, vous nous décrivez depuis des semaines une situation bloquée avec deux électorats à quasi-égalité. Les derniers sondages montraient moins de 2 points de différence selon 538 entre Trump et Harris. Tout peut encore se jouer, mais il est possible que Donald Trump arrive à la Maison Blanche. Alors face à cette perspective, est-ce qu'on pourrait parler tout simplement d'autre chose aujourd'hui ? Oui, Christophe, dans ces dernières semaines, c'est vrai, on voit les deux candidats poursuivre leur meeting dans les États flottants, notamment la Pennsylvanie, et puis d'une manière générale partout dans tout le pays. Et c'est vrai, on a l'impression que c'est l'énergie du désespoir qui porte Kamala Harris et Donald Trump, car rien ne change dans les tendances, vous l'avez dit. Du côté de Kamala Harris, on continue à chercher à élargir l'électorat. Ces derniers jours, elle s'est adjoint l'aide de républicains Never Trumpers dans ses meetings. On l'a vu par exemple avec Liz Cheney, cette ancienne élue républicaine du Wyoming, qui a présidé la commission d'enquête de la Chambre sur le 6 janvier 2021. Elle a été d'ailleurs exclue de son parti et elle n'est plus élue à la Chambre aujourd'hui. Trump, de son côté, poursuit la galvanisation de ses troupes sans chercher à modérer son discours, loin de là. Sans chercher à modérer son discours, et d'ailleurs, les tout derniers développements de la campagne ces derniers jours font hausser les sourcils des juristes américains. Oui, tout à fait. Côté républicain, on a vu le milliardaire Elon Musk, soutien de Trump, lancer une loterie par laquelle il attribue $1 million par jour à un gagnant. Cette loterie, il l'a lancée dans les fameux 7 États flottants, officiellement pour pousser les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Rappelons quand même que les États flottants, ce sont l'Arizona, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada et le Wisconsin. Tout à fait, Christophe. Pour tenter sa chance dans la loterie d'Elon Musk, il faut être inscrit sur les listes électorales, c'est pour ça que ça incite les gens à le faire, mais il faut aussi avoir signé une pétition qui est sur le site du Political Action Committee d'Elon Musk, un groupe de soutien à Trump. Cette pétition, elle dit noir sur blanc que ceux qui signent soutiennent le droit à la liberté d'expression, mais surtout au port d'armes. Ce sont les amendements 1 et 2 de la Constitution. Donc, bien entendu, les gens qui vont signer cette pétition, ce sont des gens qui s'apprêtent à voter Trump. Avec cette loterie d'Elon Musk, on est à la limite de l'achat de vote, qui évidemment est totalement interdit dans la démocratie américaine. Et tout cela se passe aux États-Unis en 2024. Du côté démocrate et du côté de Kamala Harris, il y a aussi quelque chose d'inédit. Le Parti travailliste britannique, donc l'équivalent du Parti démocrate américain, a annoncé ces derniers jours avoir envoyé de son propre chef une centaine de militants pour aider la campagne Harris, là encore dans les 7 États flottants. Et même si les personnes qui sont venues de Grande-Bretagne se financent elles-mêmes, Fox News dénonce bien entendu une ingérence étrangère dans la campagne américaine. Évidemment. Et malgré tout cela, les sondages ne bougent pas. Ce suspense est assez difficile à supporter, Laurence, pour beaucoup de gens aux États-Unis et pas que, d'ailleurs en Europe aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'autre chose ? Quelle serait une actualité plus plaisante cette semaine aux États-Unis ? Eh bien, Christophe, c'est tout trouvé. On peut en effet changer complètement de sujet et d'atmosphère aujourd'hui parce que il y a un événement absolument merveilleux. Tous les ans, en octobre, aux États-Unis, ce sont les couleurs des arbres, jaune, rouge, orange, qui explosent littéralement dans les forêts de Nouvelle-Angleterre. C'est un spectacle vraiment extraordinaire, une célébration de l'automne qui se réverbère d'ailleurs dans toute la culture américaine. C'est ce que célèbre Joe Dassin dans cette chanson que vous adorez, Laurence, l'été indien. Oui, et je suis vraiment triste qu'on puisse pas la passer pour une question de droit, mais enfin, tous les auditeurs l'ont à l'esprit. Un mot sur l'expression « été indien », elle a été notée par écrit la première fois chez un auteur français, figurez-vous, Jean de Crèvecoeur, un monsieur qui a vécu de 1735 à 1813 et qui a partagé sa vie entre les États-Unis, il était dans le Connecticut, et la France. Il est très connu pour un livre qu'il a écrit à l'époque qui s'appelle « Lettres d'un cultivateur américain ». J'y renvoie là aussi les auditeurs. Mais attention, aujourd'hui, il faut plus parler d'été indien parce que l'adjectif
indien est devenu impossible à employer pour des raisons de politiquement correctes. On l'entend, mais comment faut-il le qualifier désormais ? La Société de météorologie américaine recommandait en 2020 de parler de second été, mais l'expression n'a pas vraiment pris, et du coup, les Américains parlent plutôt de fall foliage craze, c'est-à-dire du moment de la folie du feuillage d'automne. Vous avez dit que c'est ce Jean de Crèvecoeur qui a donné pour la première fois ce nom à cette période. Il vivait dans le Connecticut. Est-ce que c'est un phénomène qui est propre à la région, la Nouvelle-Angleterre ? C'est un phénomène naturel qui se produit particulièrement dans cette région parce qu'il y a une chute très brutale des températures en octobre, on n'est quand même pas très loin du Canada, qui provoque l'arrêt tout aussi brutal de la production de chlorophylle dans les arbres. Et c'est l'une des raisons de l'apparition de ces couleurs vives. La nature du sol compte aussi, mais là, je vous avoue, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc très bien, c'est un phénomène propre à la Nouvelle-Angleterre, mais la Nouvelle-Angleterre c'est grand. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où ce phénomène se produit ? Si vous voulez aller contempler cette splendeur de la nature, je vous engage à aller dans les parcs naturels des Adirondacks, ça c'est dans l'État de New York. Il y a aussi le parc d'Acadie dans le Maine, et puis d'autres parcs naturels dans le New Hampshire et dans le Vermont. Avant de partir, je vous recommande de regarder les prévisions de feuillage d'automne, les Fall Foliage Forecast, qui sont sur tous les sites météorologiques nord-américains. Alors pardonnez-moi Laurence, mais vous vouliez nous parler d'une actualité qui aurait pu nous divertir d'une possible élection de Trump, et vous nous parlez d'automne, qui est pour beaucoup de monde, dont moi, est la saison la plus déprimante de l'année. Mais oui Christophe, c'est parce que vous parlez en vrai français. Dans notre pays, seuls 8% des personnes interrogées mettent l'automne en premier pour leur saison préférée. C'est très très peu. On en a cette vision romantique d'une saison plutôt triste, plutôt mélancolique. Je vous parlerai par exemple des sanglots longs des violons d'automne, mais on peut aussi citer ceci. Fertiche, caput. Elle en aime un autre et j'ai mes languilles sur fond d'automne triste. On dit ça? Quand on est triste, tout est permis. Oui, on passe donc de Verlaine à Papier de la Résistance, c'est un style. Mais oui, c'est tout l'éclectisme culturel de notre podcast. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout vu comme ça ? Non, pas du tout. Aux États-Unis, c'est plutôt l'idée de l'automne, saison joyeuse des moissons. C'est d'ailleurs la vision qu'en avaient les Latins et les Grecs. Aux États-Unis, 45% des personnes interrogées mettent l'automne en premier comme saison favorite. Et c'est un phénomène qui va bien au-delà de la Nouvelle-Angleterre. Oui, et puis il y a aussi quand même beaucoup de fêtes aux États-Unis pendant cette période. Mais oui, je crois que l'explication pour l'appréciation de cette saison en France et aux États-Unis, c'est que là-bas, au-delà des arbres de la Nouvelle-Angleterre, l'automne, c'est la saison de deux fêtes absolument majeures dans l'imaginaire et dans le quotidien, dans la pratique des États-Unis. Il y a Halloween d'un côté, et puis de l'autre, il y a Thanksgiving. Si on commence par Halloween, donc c'est la fête des morts, la veille de la Toussaint. Le 31 octobre. Une fête d'origine irlandaise tout à fait païenne, qui est célébrée avec des déguisements, le fameux trick or treats, les enfants qui vont demander des bonbons chez les voisins. Il y a aussi d'autres choses très traditionnelles à cette époque-là, les sorties scolaires pour aller visiter les champs de potirons, les champs de citrouilles, ce qu'on appelle les pumpkin patch. Il y avait non seulement les citrouilles à admirer, mais des labyrinthes creusés dans les champs de maïs. C'est vraiment très mignon et très sympa. Et puis le 4e jeudi de novembre, cette année ce sera le 28, c'est Thanksgiving. Oui, qui est une fête civique qui célèbre l'amitié entre les premiers pèlerins venus de Grande-Bretagne en 1620 et les tribus amérindiennes qui les ont accueillis à l'époque. Avant de se faire décimer, je renverrai les auditeurs et auditrices à l'épisode de New Deal consacré à Thanksgiving. Nous mettrons le lien dans la description de ce podcast. Une fête civique, donc, dites-vous, pour Thanksgiving. Halloween, quand même, c'est pas une fête civique, c'est une fête qui est très commerciale. Oui, comme beaucoup de choses, Halloween est devenu très consumériste aux États-Unis. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur la mode du pumpkin spice qui est apparue dans les années 2000. Alors, le pumpkin spice, c'est ce qu'on appelle le 4 épices. En France, c'est une épice qui sert à parfumer les tartes à la citrouille, les citrouilles n'ayant en elles-mêmes pas beaucoup de goût. Starbucks, en 2003, a inventé un café parfumé au pumpkin spice, le fameux pumpkin spice latte. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais c'est pas terrible. Non, je déteste la citrouille. Depuis, sous l'effet de la science du marketing des produits éphémères, le pumpkin spice, aux États-Unis en tout cas, remporte un immense succès.
Cette saveur s'étend aujourd'hui à plein de produits au-delà du café, les céréales, les produits cosmétiques et même des biscuits pour chiens, pauvres bêtes. Non seulement c'est l'automne, mais en plus on doit manger de la citrouille. C'est peut-être pour ça que Halloween n'a jamais vraiment pris en France. Mais aux États-Unis, le pumpkin spice tout seul, c'est un marché qui est évalué à plus d'1 milliard de dollars en 2023. Enfin, Christophe, un autre élément qui est très populaire et typique de la période d'Halloween, ce sont les films d'horreur aux États-Unis. Pour celles et ceux qui voudraient découvrir ou redécouvrir les meilleurs films d'horreur produits aux États-Unis et ailleurs, je vous renvoie à la saison 3 de notre podcast Amis, dont on mettra aussi le lien dans la description de ce podcast. Merci beaucoup, Laurence, vous avez presque réussi à me faire aimer l'automne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Christophe, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.